de la très belle visite aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'émission à l'affiche. Maria Morani, bonjour. 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 Très grand plaisir d'être là. Oui, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Maria Morani, vous l'avez vu sur ce temps-ci, comme on dit, là, vous l'avez vu sur des panneaux d'affichage, vous l'avez vu dans les médias. Qui est Maria Morani? Je vais essayer d'y aller rapidement. Oui, rapidement, parce qu'on pourra en parler pendant 10-15 minutes, Absolument. seulement avec le CV. Je vais abréger. Criminologue, sociologue, diplômée de l'Université de Montréal. Elle a été agente de libération conditionnelle pour le Service correctionnel du Canada, en détention en communauté. Elle a œuvré auprès des centres jeunesse de Montréal. Elle a été agente de recherche, auxiliaire d'enseignement, agente en réadaptation à la CSST. Elle a mené une recherche sur les gangs de rue. Beau travail. Dans le cadre de sa maîtrise en sociologie, écrit un livre, La face cachée des gangs de rue, paru aux éditions de l'Homme en 2006. 2009, deuxième livre, Gangs de rue incorporés, Inc. Elle explore les réseaux de gangs de rue au Canada et dans les Amériques. Elle est une spécialiste des gangs de rue, vous l'aurez deviné, et du crime organisé. Elle travaille actuellement sur le phénomène de l'extrémisme violent, que c'est d'actualité. Elle est aussi et surtout la députée fédérale d'Onsic, élue en 2006 à la Chambre des communes, réélue le 14 octobre 2008 et le 3 mai 2011. Elle a mené plusieurs dossiers de front. La prostitution, la traite de personnes, des dossiers qui me sont chers. Les gangs de rue, le crime organisé, la sécurité nationale, on l'a dit tantôt, le terrorisme et l'extrémisme violent. La contrebande de tabac, la fraude, la sécurité des frontières, le vol de cellulaires avec violence. Oui, ça existe, on en a déjà parlé ici. J'achève, on va pouvoir vous parler, les gens vont arrêter de m'entendre. Ce que j'aime vous dire, c'est qu'en 2006, Maria Morani a été nommée Femme de l'année par Elle Québec et a reçu un hommage des femmes arabes du Québec. En 2008, Maria Morani a reçu une médaille honorifique à Beyrouth, au Liban, de la part de l'Union libanaise culturelle mondiale. Et en mai 2014, elle a reçu l'Ordre national de la diaspora libanaise de la part du ministre libanais des Affaires étrangères et de l'Immigration. Là, c'est maintenant que François reste. Moi, je me tais, je vous écoute, j'aurai certainement des questions. Merci d'être ici. On peut imaginer votre horaire, donc de prendre le temps de venir nous parler un petit peu. Et Mme Morani, on avait préparé là, un espèce de plan d'entrevue, mais c'est sûr qu'avec ce qui est arrivé hier aux États-Unis, on ne pouvait pas faire autrement, surtout avec ce que François vient de nommer de votre curriculum. Aux États-Unis, on parle de plus d'une fusillade par jour qui se déroule là-bas. On est chanceux ici au Québec. Comment vous voyez ça peut-être? C'est quoi votre vision, vous, du contrôle des armes? Bon, je vais vous dire une chose, le contrôle des armes à feu dans une société, c'est fondamental. Et M. Obama l'a très bien exprimé. Il a dit, nous les Américains, on n'est pas plus fous que les autres, on n'est pas plus violents que les autres, mais on a un problème, c'est celui du contrôle des armes à feu. Aux États-Unis, c'est une déréglementation totale. Oui. Tu peux t'acheter des armes partout. Écoutez, moi, je me souviens, j'étais allée à un moment donné, c'était la première fois que j'allais à Las Vegas. Puis quand j'ai atterri, la première chose que j'ai vue, c'était une femme en maillot de bain sur une grande affiche avec un gros gun comme ça qui disait « Try me ». Donc, vous voyez un peu, on ne savait pas trop si on essayait la fille ou bien si on essayait l'arme à feu, mais c'était assez subliminal. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est totalement différent que chez nous au Canada, tu sais. Le contrôle des armes à feu, nous au Canada, comme vous le savez, vous avez été policier, on s'est battu pour le registre. Moi, je me suis battue pendant des années pour pas qu'on abolisse ce registre-là, parce que c'est un outil fondamental pour les policiers. Oui. Lorsque les policiers, puis vous pourrez en témoigner, partaient sur un call, comme on dit, ils arrivaient, ils rentraient dans leur système. Est-ce qu'il y a des armes dans cette maison-là? Comment nous allons approcher cette maison-là? Quelqu'un qui a des armes dans cette maison, on ne va pas taper à la porte de la même manière que quelqu'un qui n'a pas d'armes. D'autant plus que lorsqu'il s'agit d'un appel de violence conjugale, d'introduction par effraction, oui, les policiers le font. Et c'était des milliers de fois par jour que c'était fait au Canada. Maintenant, on a aboli une partie du registre des armes à feu, celui des armes longues, en prétextant qu'il était inutile, que ça coûtait cher. Sauf que ces armes-là font du dommage encore. Tout à fait. Et d'ailleurs, les armes les plus utilisées, et puis vous me le direz, les armes les plus utilisées dans des cas, par exemple, de violence conjugale ou autres, familiales, c'est plus des armes de chasse. C'est pas des mitraillettes, là, c'est pas des armes prohibées. Maintenant, ce qui est important actuellement pour nous au Canada, c'est qu'on a ce qu'on appelle un règlement qui nous permettrait de faire en sorte que toutes les compagnies qui fabriquent des armes marquent les armes. Actuellement, au Canada, nous n'avons pas de marquage des armes parce que depuis le début, à partir du moment où les conservateurs ont été élus en 2006, ils ont fait en sorte de ne pas mettre en application le décret
qui permettrait de faire le marquage des armes directement de la compagnie qui la fabrique. Ça veut dire quoi? Bon, le nom de la compagnie, quand est-ce que ça a été fabriqué, d'où ça vient, etc. Donc, ça veut dire, et ça, c'est paradoxal, quand des armes rentrent des États-Unis de manière légale, parce qu'on sait que 80% des armes illégales entrent au Canada par les États-Unis. Mais parlons des armes légales. Quand elles arrivent des États-Unis, elles sont marquées. Les Américains, malgré toute la déréglementation qu'ils ont, ils ont le marquage des armes fait par le fabricant. Ce qui veut dire que nous, au Canada, quand nos armes arrivent des États-Unis, on est protégé par la loi américaine qui oblige les fabricants, que l'arme vient des États-Unis, de Russie, d'Europe, whatever, quand elle passe par la frontière américaine, ils sont obligés de la marquer. Quand elle passe directement chez nous, exemple, si on importe des armes, par exemple, de Russie ou d'ailleurs, ben, elles ne sont pas marquées, ils ne sont pas obligés de la marquer, l'arme. Et pourtant, le marquage des armes, même si on n'a pas de registre, disons, bon, là, on est dans une situation où on n'a pas de registre d'armes à feu, ben, le marquage des armes, c'est le minimum qui nous permettrait de savoir d'où vient cette arme, qui l'a fabriquée, quelle année, quel numéro de série, etc. Mais vous allez aller acheter une arme qui vient, la grande majorité des États-Unis, ils sont toutes marquées. Alors les gens nous disent, ben non, les armes sont marquées. Ben oui, ils sont marquées parce qu'ils viennent des États-Unis, pas parce que nous, au Canada, on a une loi qui les oblige de les marquer. Ça ne prend pas un projet de loi, ça prend juste un ministre de la Sécurité publique de dire, mettez en place le décret qui est actuellement là, mettez-le en vigueur. Ça, c'est un. L'autre problème qu'on a, nous, au Canada maintenant, c'est que le gouvernement conservateur a déposé un projet de loi qui fait en sorte que ce n'est plus la GRC, ce n'est plus les policiers, tu sais, les gens qui sont qualifiés, qui savent c'est quoi une arme à feu, c'est plus eux qui vont décider si une arme est prohibée ou pas prohibée. Et ça, c'est venu comment? C'est parce qu'il y a une arme que la GRC, au début, bon, elle était considérée comme non prohibée, mais la GRC a constaté qu'elle pouvait être transformée, cette arme-là, et devenir une arme automatique et donc prohibée. Alors, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, on va la mettre dans la liste des armes prohibées. Alors, bien sûr, les conservateurs ont sorti un projet de loi qui fait en sorte que ce n'est plus la GRC qui le fait, c'est le ministre. Oh mon Dieu, le ministre de la Sécurité publique, lui, là, il va décider si une arme à feu, elle est prohibée ou pas. Hey. Oui, ça, c'est le même ministre là, à qui je souhaite qu'il sache à la prochaine entrevue qu'il va donner ce que c'est qu'une alerte Amber en passant. Ah oui, bah oui. J'ai entendu parler de ça. Ça n'a pas de bon sens. Oui, on avait un ministre de la... Ben, le ministre actuel, parce qu'il n'est toujours pas... Il est toujours ministre tant que l'élection n'est pas terminée. Qui a rencontré des policiers et qui ne savaient pas ce qu'était une alerte Amber. C'est quoi, une alerte Amber? Okay. Ça, c'est le ministre de la Sécurité publique qu'on a et qui va décider si une arme est prohibée ou pas. Exactement. Madame Mourani, qu'est-ce que vous aimeriez? Ben écoutez, moi, je pense que... Et qui est possible? Qui est possible de faire. Écoutez, si nous, le 19, ben le 20 octobre, on prend le pouvoir, ben, il faut d'une part mettre en application le décret sur les armes, donc faire en sorte que ces armes-là soient identifiées, quel que soit le pays d'importation, mais il faut que nos armes aussi soient identifiées quand nous les exportons à l'extérieur, parce que le Canada fabrique des armes, et ça, il faut le dire. Nos fabrications d'armes, actuellement, il n'y a rien qui oblige nos fabricants d'identifier les armes, de faire un marquage des armes. Il faut que ça soit obligatoire. C'est le minimum qu'on doit demander. Okay. L'autre point aussi, c'est de faire en sorte de redonner à la GRC le pouvoir qu'elle a, c'est-à-dire de décider, une arme est-elle prohibée ou pas, comment nous allons classifier ces armes-là. Et bien sûr, moi je pense qu'il faut faire vraiment de la prévention au niveau des armes à feu. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Comment remiser les armes, comment classer les armes, mettre les munitions d'une part, mettre les armes à feu dans un autre casier, fermé, tout ça. Ça se fait déjà très bien. Et la majorité des gens, des chasseurs le font. Sauf que malheureusement, il y a l'exception qui démontre que certaines personnes sont négligentes. C'est ça qu'il faut aussi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours continuer sur ce point-là. Et moi, je pense qu'un gouvernement qui veut vraiment travailler pour la sécurité publique, c'est un gouvernement qui supporte ses forces de police, qui a confiance à la GRC, qui a confiance. Bon, c'est sûr, la SQ, c'est plutôt Québec, mais moi, en tant que député ou même faisant partie d'un gouvernement NPD, moi, je veux faire confiance
à toutes nos forces de police qui travaillent sur notre territoire et ils font de l'excellent travail, mais ils ont besoin de support. Je vais vous donner un exemple simple. Je travaille sur le phénomène de la radicalisation des jeunes depuis à peu près 3 ans. Parce que ça, là, je peux vous dire, ça va devenir le phénomène auquel on va devoir s'atteler pendant les 10 à 15 prochaines années. Parce que moi, ça me rappelle, vous savez quoi, au tout début, dans les années, fin des années 80, début des années 90, quand le phénomène des gangs à Montréal commençait à germer, puis qu'on disait, oh, c'est des petits jeunes qui niaisent, là, puis qu'on ne prenait pas trop ça au sérieux. Je pense qu'on a appris des gangs de rue, ce qui fait que maintenant, le phénomène de la radicalisation des jeunes, on y porte une attention un peu plus sérieuse, mais on manque. Beaucoup de manque au niveau de la prévention, beaucoup de manque au niveau du travail avec les communautés qui peuvent être impliquées dans tout ça, qui peuvent être les premières victimes de ce phénomène-là, et aussi beaucoup de manque dans la recherche. On a très peu de connaissances sur le sujet. Et dernièrement, le gouvernement conservateur, après les attentats qu'il y a eu d'ailleurs, ont annoncé qu'il fallait vraiment mettre toute l'emphase sur la sécurité nationale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que je reviens aux forces de police. Au lieu de mettre les ressources pour la sécurité nationale, puis faire en sorte que les policiers s'attellent à la sécurité nationale, ils ont dit, bon, ben, débrouillez-vous avec ce que vous avez. Conséquence, ben, moi, j'ai rencontré plusieurs corps policiers de la GRC dans différentes provinces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les ressources du crime organisé, puis ils ont transféré ça dans la sécurité nationale. Bref, pendant qu'on s'occupe de la radicalisation, la mafia, elle s'amuse. Hein? Les gangs de rue, ils sont bien contents, eux autres, là, parce que là, vous comprenez? Donc, il faut, quand tu dis que tu veux t'attaquer au djihadisme, ben, mets l'argent qui vient avec, mets les policiers qui viennent avec. Déshabille pas un pour habiller l'autre. Donc, c'est pour ça, nous, par exemple, j'ai un élément très important qu'on amène, le fonds de recrutement de la police. J'allais vous en parler pendant que vous disiez ça. Là, attendez. Oui, on se quitte pour une courte pause. On revient tout de suite après avec Madame... En fait, François, je pense qu'on va se cacher. On va laisser Madame Maria Mourani nous parler. Non, le fonds de recrutement est important. Très important. Alors, on en parle au retour de la pause. De retour à l'émission à l'affiche avec Mme Maria Mourani. En se quittant, on a commencé à parler du fonds de recrutement policier. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous pouvez nous en parler. Bien, écoutez, le fonds de recrutement de la police, c'était vraiment un budget additionnel qui était donné aux policiers pour avoir, par exemple, des nouveaux projets, avoir plus de policiers. Le but était justement d'avoir plus de policiers sur le terrain. Un exemple. Des équipes spécialisées. Oui. À Montréal, ça a été Eclipse qui a été créé. Oui, quelle belle équipe. Eclipse, là, ça a été génial pour Montréal. Parce que c'était une équipe volante qui pouvait aller d'un comté à l'autre. Moi, ils sont venus de temps en temps chez nous, quand on avait besoin d'aide. Tu sais, ils venaient. Puis, c'était des actions spécifiques, gangs de rue, crime organisé. Mais ce n'était pas juste de la répression, là. Mais ils travaillaient beaucoup au centre-ville aussi. Et ça, c'était important, quand il y avait des gros événements. Écoutez, quand il y avait des shows, là, il y avait des shows, là, où c'était des gars, on voit de qui on parle, hein, on ne va pas les nommer, qui venaient faire des shows à Montréal pour faire la promotion des gangs de rue dans leurs chansons. OK? Puis là, qui arrivait à ces shows-là? Ben, c'était les gars de gang qui arrivaient à ces shows-là, parce que c'est leurs idoles. OK? Donc, Eclipse, on pouvait les envoyer dans ces gros shows-là, dans les bars, dans les restaurants, parce qu'il y a certains restaurants qui sont assez intéressants qu'on ne nommera pas, eh bien, à Montréal. Et tout ça faisait en sorte que Eclipse, non seulement, elle pouvait identifier un gars, où est-ce qu'il, comme on dit dans le jargon, où est-ce qu'il chill? Où il s'en va, ce gars-là, ce gars de gang-là? Dans quel bar il est? Dans quel restaurant il va? Puis, si par exemple, il y avait une alerte pour le retrouver, ils étaient capables de savoir où il était. Ça, c'était un élément. Mais ils étaient aussi capables d'aller chercher de l'information terrain, puis de la remonter pour les enquêtes. Donc, et lorsque les gars d'Eclipse débarquaient, moi je me rappelle, les gars de gang, là, quand ils voyaient Eclipse débarquer, ils n'étaient pas de bonne humeur. Donc, Eclipse était une escouade ad hoc qui permettait d'aller chercher de l'information, qui permettait de savoir qui sont les gars de gang, où ils sont. Pas juste les gars de gang, crime organisé. Donc, c'était crime organisé, donc, gang un peu de le rue. portfolio des gangs de rue. Oui, et ils étaient toujours update. Et ils étaient vraiment une équipe qui te permet d'être en soutien. Vous voyez? Vous avez vos corps policiers, mais vous avez un soutien qui arrive. Alors, par exemple, dans n'importe quel PDQ, poste de quartier,
La personne veut, par exemple, poste 27 veut faire une opération, ben, ils appellent Eclipse, ils disent venez en support. Ils faisaient aussi tout ce qui est trafic humain, prostitution. Ils faisaient tout ça lié aux gangs de rue et au crime organisé. Madame Mourani, oui. Je vous entends parler, vous parlez beaucoup au passé. Oui. Faisait. Oui. Qu'est-il donc advenu de ce fonds de recrutement? Bon, ce fonds de recrutement, ce qui s'est passé, c'est qu'il était, quand les conservateurs l'ont mis en place, ils ont dit, bon, voilà, c'est sur tant d'années. Quand l'échéance est arrivée, ils ont dit, nous, on ne renouvelle pas. Là, on avait beau leur dire, ça n'a pas de bon sens. Ça a permis de faire des belles choses, d'augmenter la sécurité publique. À Montréal, c'était fondamental pour Montréal. Moi, tous les policiers me le disaient. Tous les policiers me disaient, on ne peut pas éliminer Eclipse. Ils l'ont éliminé. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est que le 20 octobre prochain, on va rebâtir ce programme-là. Donc, on va recréer un fonds de recrutement de la police. 2500 policiers, 250 millions de dollars vont être mis pour ça. Mais, à la différence des conservateurs, c'est que ça ne sera pas temporaire. Ça sera un programme permanent. Pendant les 4 prochaines années, c'est 250 millions. Et par après, il y a de l'argent qui sera mis dans ce fonds-là pour que ce programme-là, qui est tellement important, ne soit pas éliminé, c'est-à-dire au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, non, il va être maintenu. Le fonds de recrutement de la police, c'est fondamental. Et ça peut nous permettre, tu sais, Montréal a choisi Eclipse, mais ça peut être une escouade qui s'occupe de radicalisation. Absolument. Ça peut être n'importe quoi. Chaque province, chaque ville, en fait, décider qu'est-ce qu'elle voulait faire de ça. C'est ça. Parce que tantôt, vous parliez de radicalisation oui. et vous avez énoncé le parallèle des gangs de rue il y a 10-15 ans. Oui. Est-ce que la mécanique de recrutement, de ce que vous constatez, est-ce que la mécanique, il y a des similitudes entre les gangs de rue il y a 10-15 ans et le djihadisme radical aujourd'hui? C'est très intéressant, votre question. C'est que le recrutement, le discours, si vous voulez, l'idéologie qui est amenée est totalement différente des gangs. Mais, et même le portrait, c'est sûr que c'est très difficile de faire un portrait. C'est beaucoup plus facile de faire un profil gang de rue que faire un profil de jeunes qui peut avoir tendance à rejoindre des groupes djihadistes. Et au niveau de la mécanique? Mais au niveau de la mécanique, il y a ce portrait du jeune vulnérable. Pareil pour les gangs, jeunes vulnérables, surtout chez les filles aussi. Les filles, il y a beaucoup plus de similitudes encore. Donc, jeunes vulnérables, qu'on va donner quelque chose. Alors, pour les gangs, c'est allez, viens, l'argent, le fric, les filles, on vit dans un monde capitaliste, tu es ce que tu gagnes, fais du pognon, puis t'es quelqu'un, mets-toi les beaux habits, la BMW et tout. Donc, c'est ça l'idéologie qui a amené. Le jeune qui va dans le gang veut faire de l'argent. Rapidement. Et il y a aussi tout le concept identitaire qui dit, moi, je fais partie d'un groupe, c'est ma famille, etc. Chez les djihadistes, ce n'est pas l'argent qui les intéresse, c'est le groupe. C'est ça qui est très intéressant. C'est que tu ne peux pas les attirer avec l'argent, tu ne peux pas les attirer avec le flash. Mais, en même temps, les djihadistes utilisent les éléments de la modernité pour les attirer parce que ce sont des jeunes occidentaux. Il ne faut jamais l'oublier, c'est des jeunes qui ont grandi dans la modernité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser tout. Internet, Facebook, YouTube, Twitter. Les images qui vont être mises là, c'est le beau gars djihadiste avec son arme. Tu sais, c'est encore le beau gars gang de rue avec son gun. Vous voyez, c'est ça les similitudes. Vous voyez, l'idéologie n'est pas la même. Ils vont lui dire, tu sais, tu dois venir te battre pour la Oumma, pour la grande famille de l'islam. On est persécuté. Regarde les enfants syriens, comment ils se font massacrer. Tu es un héros. Tu es le héros. Viens-t'en. Eux, ils vont dire, t'es un gangster. T'es un vrai gangster. Viens-t'en. Tu sais, vous voyez, il y a des similitudes. Mais c'est tellement fascinant. Moi, je les compare là et puis je tripe parce que je trouve qu'ils utilisent les mêmes créneaux de la modernité. Exemple, maintenant, vous allez voir le gars en Syrie, là, il va avoir sa Jeep, son gun, puis il va avoir son iPhone. Oui. Puis il va se filmer. Et puis tout est dans l'image qu'ils vont projeter. Les rues en Syrie, par exemple, dans les vidéos qui passent,
ils font les mêmes montages que nous, on peut faire pour l'armée. Viens-t'en, tu vas te battre pour la démocratie, pour la liberté, enrôle-toi, défends ta patrie. Tu sais. Nous, on va avoir une publicité pour attirer des jeunes dans l'armée. Eux, ils vont faire le même truc, là, tu sais. Ils vont faire des publicités où ils vont dire, viens-t'en, tu vas te battre pour les enfants syriens, tu vas te battre pour ci, tu es un héros. Puis là, ils vont vous montrer des images des gars dans des super villas qui sautent dans des piscines. Tu vois, Bachar Assad, on va l'éliminer, puis quand on va l'éliminer, c'est là que le Messie, en fait, c'est là que le dernier Mehdi va venir. Il y a toute une eschatologie là-dedans, il y a toute une histoire d'apocalypse aussi qui mettent de l'avant. Puis là, les jeunes, ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils vont changer le monde. C'est des idéalistes. On va changer le monde. Oui, dans ce monde qu'on veut tellement notre minute de gloire, finalement. Oui. Donc, eux, ils se retrouvent là-dedans. Tout à fait. Puis là, ils vont se filmer, puis ils vont se mettre en scène. Puis là, il y a les filles. Oh, les filles. C'est triste pour les filles parce qu'elles sont amoureuses. C'est le même créneau que les filles dans les gangs. Tombent amoureuses, vont là-bas pour se marier, faire des enfants, combattre aussi, attention, combattre aussi, mais pour la Oumma, pour cet objectif ultime là, qui est celui de se battre pour Dieu et tout. C'est sublimé, c'est grandiosité, c'est grandiose leur affaire. Puis on a des jeunes qui, eux, ils trouvent leur vie plate. Ouais. Puis, et c'est ce qui permet à un jeune vas-y. de 15 ans de se retrouver devant les tribunaux parce que son idéologie, c'est d'y aller. Il a renié complètement le Canada, ses parents, les valeurs, et à 15 ans, il est prêt à quitter. Il est prêt à mourir. Oui. Lui, il n'est pas juste prêt à quitter, il est prêt à mourir. Bon, moi, je suis la plate qui doit toujours revenir avec le temps. Donc, on revient tout de suite après parce que là, Mme Mourani, tout est tellement intéressant, mais j'aimerais qu'on parle quand même de votre arrondissement, donc Annecy-Cartierville. On en parle tout de suite après la pause. Vous aurez compris qu'on aimerait être avec Mme Mourani pendant 2 heures de temps. Et là, j'aimerais qu'on parle, Mme Mourani, plus près de chez nous, donc Annecy-Cartierville. Donc là, on est en campagne électorale, élection le 19 octobre. Alors, quels sont peut-être les points qu'on aimerait soit améliorer à Annecy-Cartierville, que vous aimeriez améliorer, qui sont au niveau de la sécurité publique le plus, peut-être plus important? Au niveau de la sécurité publique, ça fait quand même 9 ans que moi, je travaille avec mes partenaires. Je travaille beaucoup avec le PDQ 27. Aussi avec le 10, un peu moins parce que le 10 touche davantage quartier-ville et ça, c'était moins ma partie. C'est devenu ma partie. Donc là, maintenant, je travaille encore plus proche avec le PDQ 10 et on a beaucoup travaillé sur les phénomènes de gangs de rue, prostitution, itinérance aussi. On en avait une aussi. Et moi, ce que j'ai fait au tout début, c'est ma façon de travailler. Je vais sur le terrain, je parle avec les gens. Les gens, en fait, les citoyens d'Annecy sont mes yeux et mes oreilles. Puis d'ailleurs, c'est assez drôle parce que parfois la police, mes PDQ vont me dire « Coudonc, pourquoi ils ne nous parlent pas à nous autres, là, tu sais? » Mais c'est ça que je leur dis. Je leur dis, pour eux, c'est plus facile pour eux de me parler parce que parfois les gens me parlent puis ils ne veulent pas être identifiés. Moi, je suis leur porte-parole. Donc, je leur confirme, je leur dis, votre sécurité, votre identité ne sera pas révélée. Moi, je vais être la personne qui va transmettre le message. Ça nous a permis de créer le comité prostitution. Le comité prostitution, c'est né dans mon bureau, puis après ça, le PDQ 27 l'a pris. Ça rejoint, on a la police qui est dessus, l'arrondissement, il y a moi qui est là-dessus, le provincial est là-dessus, et bien sûr les groupes communautaires comme Rap Jeunesse, tout ça. Et on travaille en concertation pour, disons, régler les problèmes de prostitution dans Annecy. On a certaines zones qui sont très populaires chez nous, historiquement populaires d'ailleurs, ça date pas d'hier. Et on a fait plusieurs actions, comme par exemple l'opération Cyclope, d'identification des clients, etc. Et ça a bien marché. Nos rues sont beaucoup plus calmes. J'ai aussi fait en sorte que les corps policiers plus spécifiques, comme moralité, etc., s'occupent des salons de massage. Ça a été aussi une problématique chez nous. On a travaillé là-dessus, mais on continue à travailler parce que vous savez comment c'est. Hein? Vous en enlevez un, il y en a un autre qui apparaît ailleurs. Donc, on fait que ça, mais constamment. C'est-à-dire, c'est du maintien qu'on fait. L'autre phénomène qu'on a eu, c'est que dans certains coins d'Annecy, on a eu des petits problèmes de gang. Ça s'est très bien réglé parce que je vous dirais, c'est encore des actions concertées avec la police, l'OMH, différents groupes, qui a fait en sorte qu'on a pu, disons, faire des opérations policières qui, je vais le dire comme ça, qui fait en sorte d'enlever
le gang du territoire et grâce aux organisations communautaires qui travaillent avec les jeunes et l'argent qu'on met aussi au niveau des subventions, que ce soit avec Emploi Été Canada, que ce soit avec le CNPC, par exemple, on permet à des ressources d'entrer dans le territoire pour occuper le territoire. Ça, c'était un petit peu la philosophie que j'avais développée dans mon premier bouquin. J'ai dit, si vous faites juste des arrestations, vous créez un vide qui va se remplir. Il faut remplir le vide avec des programmes, avec du soccer, avec des activités jeunesse, pour faire en sorte que, et aussi que les citoyens occupent le territoire. Parce que quand les citoyens occupent le territoire, ça ne tente pas vraiment aux gars de gang d'être présents. Donc ça, c'est du travail constant qu'on fait. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que quand je fais mon porte-à-porte, les gens automatiquement me feedent encore. Là, mon PDQ 27 est dit, à la fin des élections, je vais avoir du stock pour eux. Donc ça, c'est le compte rendu. Ah, oui, je vais leur faire leur compte rendu. Mais par contre, ce qui est très intéressant pour moi, c'est le quartier-ville. Quartier-ville qui est cette zone qui n'a jamais été à moi, que j'ai exploré depuis maintenant plus de 3 mois, parce que bien avant les élections, j'avais commencé à aller les voir. Et là, j'ai des petits phénomènes gang que j'ai identifiés assez intéressants. Donc ça encore, je vais aller chercher ça. Et puis je sais déjà quelles sont les actions qu'on pourrait faire pour régler le problème. C'est sûr qu'on ne peut pas éliminer le problème, mais ce qu'on peut faire, c'est le contrôler et faire en sorte que quand on enlève ces groupes-là, bien, on continue à faire des actions pour maintenir la sécurité dans le coin. Voilà. Je pourrais continuer encore avec mon projet graffiti, mais bon. Là, on va inviter. Il faut venir dans ce cas-là. Oui, alors venez nous voir. Avec sinon, plaisir. Vous allez être avec Stéphane Gendron dans quelques minutes. Et on invite évidemment les gens à soit communiquer avec vous, à aller vous rencontrer. Avec plaisir. Vous allez être à l'écoute. Merci de venir nous voir, Mme Morani. Merci. On se quitte pour une courte pause et par la suite, on va s'entretenir avec le service de police de la Ville de Montréal. Ils sont à la recherche d'un suspect, donc on va en parler avec l'agent Emerald.